Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et les débats qui désormais commencent, à 10h40, 45. Merci d'être avec nous, d'être là au rendez-vous aujourd'hui pour commenter l'actualité. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Bonjour Samuel. Bonjour, Judith bonjour à tous. Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour Judith. Bonjour Valérie. Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte. Bonjour Jacques. Salut et fraternité. Et la même chose à vous, AV. Et nous attendons François Calfon, membre du bureau national du PS et ancien député. Alors Emmanuel Macron réunit les chefs de parti. Beaucoup de questions autour de ce machin. Que va-t-il se passer? Est-ce que c'est la grande annonce qu'il avait faite cet été en disant vous allez voir à la rentrée, vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis voilà, c'est une rencontre. Donc pourquoi faire opération de com? Bref, on aura de quoi discuter. Bonjour François Calfon qui vient de nous rejoindre. Un référendum, un préférendum, 8 Français sur 10 en veulent un sur l'immigration. Et puis Bruno Le Maire, nous avons obtenu les premières baisses des prix. Est-ce que vous l'avez constaté? C'est visiblement pas le cas de tout le monde. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va commencer avec vous, Samuel Lafont. Oui, j'ai un coup de gueule contre... Dans la grande explication d'Emmanuel Macron, ses sophismes, ses approximations et ses mensonges. Je trouve qu'ils ont été trop peu relevés. Il y a un sophisme en particulier qui a été relevé, c'est celui qui consiste à dire, je cite Emmanuel Macron, « J'ajoute qu'il n'y a jamais eu autant de détenus en France, alors qu'on ne dise pas que la justice est laxiste. » On voit bien où est le sophisme. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de détenus aujourd'hui en France que la justice serait laxiste. C'est peut-être, je pose la question, parce que l'insécurité augmenterait. On passe de ça, oui. Oui. Ceux qui considèrent que parce qu'il y a plus de détenus, c'est-à-dire, ça fait que la justice n'est pas laxiste. On tort puisque ils considèrent, en disant cela, incidemment, que il y aurait un niveau d'insécurité qui serait toujours égal dans le pays. Alors, on sait bien quel est le problème aujourd'hui en France, et les Français le constatent tous les jours, c'est que le niveau d'insécurité est sans précédent. J'ajoute d'autres éléments sur lesquels on peut critiquer Macron, et encore une fois, je trouve qu'il n'a pas été assez critiqué sur ses propos. Quand on lui pose une question sur le sentiment d'impunité pour les délinquants, il balaye le sujet en disant « il a toujours existé ». Quand on il dit de lui-même d'ailleurs qu'il n'y a pas d'impunité dans notre pays. On pourrait questionner les Français. Quand on pose la question aux Français, au contraire, ils considèrent qu'il y a une véritable impunité. Et qu'est-ce que l'impunité si ce n'est le fait que des délinquants et des criminels peuvent continuer à agresser, voler, violer, tuer dans notre pays sans être vraiment inquiétés. On sait qu'il y a des personnes, je pense notamment, mais pas qu'à lui, aux violeurs présumés de Cherbourg, qui avaient déjà été poursuivis par la justice, en tout cas qui avaient démêlés avec la justice. On sait très bien qu'il y a dans nos rues, les policiers le rappellent régulièrement, des délinquants qui multiplient les infractions et qui ne sont jamais véritablement inquiétés. Quand je dis véritablement inquiétés, c'est-à-dire mis hors d'état de nuire. Et en fait, il y a sur l'insécurité, notamment, mais également sur l'immigration, des propos qui sont critiquables. Sur les émeutes, il demande, était-ce un fait inédit ? En citant la Grande-Bretagne, le Danemark, il nous explique que ça a duré moins longtemps que les émeutes en 2005. Bon, c'est une minimisation des faits. Je pense que les Français qui ont dû subir les émeutes directement ou qui ont vu la télé vont apprécier. Bon. Encore pour terminer, quand on parle des émeutes, il dit des gens disent que c'est un problème d'immigration récente. C'est surtout un problème d'intégration et de refondation de la nation. Non, de fait, c'est un problème d'immigration récente. Et le fait qu'ils disent que 90% des personnes qui ont participé aux émeutes sont des Français, ont la nationalité française, eh bien, plutôt que de dire ça pour balayer le sujet de l'immigration, il devrait se poser la question, Emmanuel Macron, sur la distribution large de la nationalité française qu'on a faite depuis des décennies. François Calfon, ça vous fait réagir. Tout est dans tout, et réciproquement, j'ai envie de dire. Je vais m'en tenir à ce que vous avez dit au départ. Qu'il n'y ait pas forcément la réponse pénale nécessaire, ça peut arriver. Enfin, moi, je suis pas dogmatique en la matière. Par contre, je suis pas l'avocat d'Emmanuel Macron, dont il y a une vérité par moment. Enfin, je veux dire, sur tous les sujets, il dit une chose et son contraire. Et c'est peut-être là-dessus que vous auriez pu insister. Mais en l'occurrence, la réponse pénale aux émeutes, pour le coup, elle a été extrêmement forte et vigoureuse. Il y a des mises en détention provisoire sur des faits de gens qui ne sont pas rapides. Voilà. Et j'en termine par un point de critique. Alors là, violente de ce que vous dites, c'est-à-dire vous reprenez la thèse des Français de papier. Si des jeunes sont noirs ou arabes, arabes de culture, noirs de peau et qui sont nés sur notre territoire, à moins que vous voulez revenir sur
le juge Soli, jusqu'à preuve du contraire, ils sont français, ne vous en déplaise. Hein, donc, si vous voulez, votre propos, pardon de vous le dire, relève d'un racisme à peine déguisé. Mais puisque vous avez globalisé la réponse pénale, l'insécurité, l'immigration dans un grand salmigondi, je ne suis pas surpris que vous, finalement, portiez une approximation supplémentaire. Pas du tout, et vous le savez bien. Non. Et je sais bien que malheureusement, le Parti Socialiste ne veut jamais discuter du fait que la distribution de la nationalité française a été délirante ces dernières années. Et je vous rappelle quand même, monsieur Calfon, les gens qui sont nés sur ce territoire, vous voulez pas leur donner la nationalité ? Quand quelque chose a de la valeur, on ne le distribue pas. Judith Weintraub. Oui, quand Emmanuel Macron dit ce n'est pas un problème d'immigration, mais un problème d'intégration, est-ce qu'il parle de l'intégration des Bretons, fils de Bretons ? Donc il est raciste également ? De qui parle-t-il ? Si c'est une question, je peux répondre. Puisqu'il y a un débat dans l'actualité depuis 24 heures que je peux raccrocher pour nos auditeurs, c'est est-ce que c'est un coût, est-ce que c'est un bénéfice l'immigration ? Et moi je dis de manière très forte, c'est un bénéfice. Enfin, en soi, l'immigration n'est rien. Ça ne répond pas du tout à la question. De qui parle Emmanuel Macron ? Judith, je vais essayer de vous répondre, comme ça au moins vous allez voir que je ne me défausse pas. Par contre, le sujet migratoire, c'est un sujet de contrôle des flux migratoires. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on le pilote ou pas ? C'est plutôt pas piloté, clairement. Et donc moi je suis pour les quotas. Et c'est un sujet d'intégration. Certains diront assimilation. Ça c'est un autre débat. Et là, intégration de qui ? Et là, puisque vous me parlez d'immigration, les gens qui viennent sur notre territoire, qui n'y sont pas nés, pour que les choses... Non. L'intégration, c'est les Français. Les Français. Comme vous l'avez très bien dit. Oui, mais alors là, après qu'il y ait des notions de séparatisme, c'est mon coup de gueule de tout à l'heure, dans certains quartiers, ça existe, c'est vrai. Oui, allez-y. Eh ben mon coup de gueule, ça pourrait faire une sorte de monologue, parce que je voulais reprocher, mais on me relance. Mon coup de gueule, c'est la stigmatisation forte et entière des quartiers populaires. Alors je vais, au lieu de faire un truc en général, je vais parler du quartier dont on parle beaucoup, le quartier Pisevin à Nîmes. J'entendais chez vos confrères en arrivant quelqu'un qui accompagne des personnes handicapées et qui dit à quel point il n'a pas de problème. Finalement, pour y exercer son travail. Non, ce n'est pas un quartier où on ne peut pas rentrer. Pour autant, il y a des bandes criminelles. Ça, c'est un vrai sujet qui les mettent en coupe réglée. Mais derrière, si vous voulez, je retrouve beaucoup dans les accents, dans les émissions de radio, dans les commentateurs, une sorte de jet du bébé et de l'eau du bain, de la stigmatisation de tous les habitants de ces quartiers populaires. Mais est-ce que c'est une stigmatisation ou factuelle ? C'est-à-dire de dire, voilà ce qui se passe dans ces quartiers. Pour pas parler en général, le quartier Pisevin, il y a des bandes criminelles et je pense que c'est une vraie dérive. Ça, c'est clair. Et moi, je n'ai aucune, espèce de sympathie pour cela, y compris des 10-15% d'habitants qui sont pris dans ce trafic de drogue et qui participent. Mais pour autant, ça a été dit par différents intervenants. Je vous donne un exemple. On dit c'est les quartiers abandonnés. Non, il y a des investissements qui y sont faits. Il y a des gens qui se lèvent le matin pour y travailler. Et tous ces gens-là se sentent... Mais elle est où la stigmatisation ? Parce que j'entends... mais c'est quoi Qu'est-ce qui est donné un exemple concret de stigmatisation ? Un espèce de, finalement, ce qui est un peu ce qui va être dit, comme ça, sur ce plateau, on va répondre, de dire quartier Pisevin égale immigration, égale séparatisme, etc. C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Là, clairement, c'est pas le cas. Je pense qu'il y a des gens qui finalement sont livrés au trafic de drogue. Je pense qu'il y a des gens qui, sans doute, c'est pas le sujet de Pisevin, mais on pourrait parler de ces quartiers, sont dans une forme de séparatisme, mais c'est pas le cas partout. Par exemple, sur la question de la Baïa, c'est 160 établissements sur plusieurs dizaines de milliers. Donc on peut pas. On va en parler. Et contre la stigmatisation. On va peut-être éviter la salade russe. Attendez, Judith voulait répondre, mais sur la stigmatisation et la Baïa, on va en parler avec Jacques Méard. Mon sujet, puisque vous m'avez interpellé, c'est pas tout le monde. C'est d'autant plus pas tout le monde que vous avez sans doute vu, vous avez allumé un petit peu la télé et la radio. Ça m'arrive. Des habitants de ce quartier de Pisevin précisément témoignaient la plupart du temps visage coupé ou visage masqué, en disant que la vie était insupportable, que leur quartier était régi par une bande de caïds, de dealers. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Julie. Alors c'est l'autostigmatisation, c'est eux qui parlent de leur quartier. Dans les quartiers, c'est le séparatisme, c'est le trafic de drogue. Non, il y a des tas de gens qui se lèvent le matin et qui nous écoutent peut-être ce matin et qui n'ont pas envie d'être... L'un n'exclut pas. Ah non, mais je suis d'accord. Mais j'entends beaucoup... J'entends, pas ici sur ce plateau, pas par Judith avec qui on est rarement d'accord, mais j'entends finalement beaucoup de
stigmatisation générale de ceux qui sont dans les quartiers populaires et qui sont pauvres. Je pense que les gens ne sont pas totalement idiots et qui savent faire la différence. Monsieur Calfon, peut-être que j'ai mal entendu. Vous tombez mal, je suis Nîmois, toute ma famille est Nîmois, j'ai grandi à Nîmes, j'ai vu pas Nîmes. À Pisevin, hein. Eh ben, j'ai milité à Pisevin, donc je connais très bien, j'étais au lycée, au collège avec des gens qui étaient à Pisevin, qui étaient à Val-de-Gour, qui étaient au chemin bas d'Avignon, d'autres quartiers de Nîmes qui sont bien connus. Le fait est que la situation à Nîmes est désastreuse et ça date de plusieurs années déjà. J'ai vu plusieurs éditos sur le fait que Nîmes serait la nouvelle Marseille. La réalité, c'est que moi j'ai 35 ans, j'ai fait les 20 premières années de ma vie là-bas et je peux vous garantir que déjà en 20 ans, j'ai vu et le quartier dans lequel j'habitais et l'ensemble de la ville se transformer. L'insécurité était extrêmement importante. Je rappelle également qu'à Nîmes, il y a déjà eu une manifestation contre l'insécurité en 2019, ce qui est relativement rare. C'était le même été que le meurtre de Philippe Monguillot. Et une manifestation des femmes qui se font agresser sexuellement près de la gare. C'est extrêmement rare. C'est arrivé une seule fois en France ces dernières années et c'était à Nîmes. On a pendant des années minimisé ce qui se passe dans ces quartiers dont vous dites, pour lesquels vous parlez de stigmatisation, vous dites qu'il y a des gens qui se lèvent. Ok, tout le monde a vu, tout le monde est au courant. Sauf qu'on sait très bien que dans ces quartiers, on ne peut plus rentrer. Et les médecins, écoutez, j'en connais à Nîmes, ne rentrent plus dans ces quartiers. Pourquoi ? Parce que non seulement, évidemment, ils se font contrôler à l'entrée. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient les voir, qui a dit « Qui tu es ? Ah, c'est le Toubib. Tu peux rentrer ?» Mais ensuite, ils se font casser leur voiture. Ils ont intérêt à y aller avec des voitures qui sont en piteux état parce que sinon, à l'époque, ils se faisaient voler les autoradios. Maintenant, ils se font défoncer la voiture. Donc, la situation est devenue désastreuse, évidemment pour les habitants sur place. Mais on voit bien aussi qu'il y a une partie des personnes qui vivent du trafic, clairement. Et si ces personnes ne vivaient pas du trafic, il n'y aurait pas de telles fusillades pour prendre la main sur ces quartiers. Alors, Jacques Miard, on avait des petits problèmes de connexion avec vous. Vous avez entendu le débat. Est-ce qu'il y a stigmatisation de ces quartiers ? Non, je crois pas. Il faut regarder les réalités en face. En réalité, il y a un problème d'intégration, mais il y a un problème de flux. Je suis désolé, il y a un moment, c'est plus possible. Vous savez, je vais faire une comparaison qui va peut-être choquer notre ami Calfon. Vous savez faire la mayonnaise ? Eh ben, la mayonnaise, absolument. Il faut la faire. Hop. Personne, si vous mettez tout d'un coup, ça marche pas. En revanche, si vous tournez délicatement et que vous rajoutez l'huile doucement, vous pouvez intégrer et vous réussissez votre mayonnaise. Et bien pour les immigrations, il y a toujours eu des immigrations. Et on va recevoir des gens qui peuvent apporter un plus. Mais il y a aussi des gens qui ne veulent pas s'intégrer. Je suis tout à fait désolé. Et là, c'est parce que le flux est trop important et qu'il y a une volonté de vouloir vivre en étranger en France. Eh bien, ça ne peut pas marcher. C'est aussi simple que ça. Nous avons des us et coutumes, nous avons des principes, nous avons des lois et l'ordre public républicain doit être respecté. Point barre. Et ça, c'est un problème de contrôle des flux migratoires qui n'existe pas. Nos frontières sont des passoires. Schengen doit être révisé et on voit très bien qu'aujourd'hui il y a une hétérogénéité autour de l'Europe. L'Europe n'a pas les mêmes visions. L'Allemagne, qui n'a pas de démographie, veut des émigrés. Elle va vers de très gros problèmes d'intégration. Et donc, il y a un moment, il faut casser l'appel et il faut dire, si vous venez en France et vous êtes en situation irrégulière, ben vous repartirez. Donc c'est un problème de cohérence. Oui, mais quand on parle de Nîmes, ce sont des gens qui habitent en France, ce ne sont pas des immigrés clandestins. Oui, alors attendez, là-dessus, il faut y regarder à deux fois. Parce que le double jus soli qui a été appliqué dans le cas de l'Algérie, stricto sensu, moi, on avait proposé, c'était la loi, c'est-à-dire que la personne qui est née en France n'est pas automatiquement française dès lors qu'elle doit choisir à 18 ans. Et ça, c'est un problème. Parce que le double jus soli qui a été appliqué dans le cas d'Algérie, le gouvernement algérien a accusé la France de faire du colonialisme juridique, c'est-à-dire d'accorder automatiquement la nationalité alors même que ces gens se considèrent comme des Algériens. Donc c'est un problème de choix et pas d'automaticité. Est-ce que je peux vous répondre sur Nîmes quand même ? Je trouve ça intéressant d'incarner notre discussion plutôt que d'avoir une discussion générale.
Pas très loin de Nîmes, il y a une ville d'ailleurs qui est animée par l'Assemblée nationale qui s'appelle Beaucaire. Il n'y a que des étrangers à l'intérieur de cette ville et notamment des travailleurs saisonniers sur la question des fruits et légumes, puisqu'il n'y a pas de Français qui le font. Donc à un moment donné, on ne peut pas accuser quelque part les flux migratoires clandestins alors qu'il y a une pompe à main-d'œuvre. Je parle du Gard, pourquoi ? Parce que le Gard, c'est la Nîmes, c'est la mine, c'est les fruits et légumes, etc. Ils ne sont pas là par hasard, ils ne sont pas là issus des bateaux, etc. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, puisque vous parlez du quartier Pisevin quand même, il me semble qu'il y a deux sujets, aussi une forme... Il y a deux sujets totalement différents. Bah oui, mais parce que quand j'entends Jacques Mière nous parler de l'immigration clandestine et du fait que quelque part, c'est des gens qui viennent alors qu'ils ne sont pas attendus, la main-d'œuvre en matière agricole. Alors je peux rejoindre Jacques Mière sur le fait qu'il y a une concurrence déloyale de l'Europe sur les fruits et légumes, et donc on n'arrive pas à trouver, ça je peux totalement rejoindre, une main-d'œuvre qui est payée. Bon, mais si vous voulez, ces flux migratoires, on peut pas avoir deux discours en disant je les refuse et en se les appropriant sur des tâches que personne ne veut faire. La deuxième chose sur le quartier Pisevin, pour vous répondre quand même, c'est qu'il a été abandonné, puisque en matière de nettoyage, puisqu'on a tous vu ces pelleteuses qui sont venues nettoyer le quartier avant la venue de M. Darmanin. Est-ce qu'il faut attendre une venue ministérielle pour que les quartiers soient... le service public du nettoyage y soit effectué ? Ça pose quand même une difficulté. Les Français ont payé des milliards d'impôts pour la politique de la ville, et on a vu ce que ça a donné. Les résultats sont malheureusement minables. Effectivement, il y a un problème à Pisevin, Val-de-Gour, mais il est d'abord sécuritaire. Ensuite, pour être très précis sur l'immigration, c'est pas pour ça que les gens qui payent leur loyer doivent être sanctionnés, que ce quartier ne doit pas être nettoyé, sauf quand M. Darmanin arrive. Ça rejoint totalement mon propos. Pour être très précis sur l'immigration, puisque c'est vous qui confondez différents sujets, on a parlé d'immigration légale et d'immigration illégale. Sur le fait qu'il y ait l'immigration illégale, on sait qu'elle contribue à faire baisser les salaires des Français, que ce soit dans la restauration... Mais c'est les employeurs, monsieur. Non, ça contribue... Les employeurs ont intérêt à pouvoir payer moins cher, effectivement, leurs employés. Ah, voilà. Mais évidemment, mais le politique doit dire on ne fait pas entrer pour autant des clandestins qui servent dans les cuisines à Paris. Et de toute manière, si les employeurs aussi, parce qu'on parlait des fruits et légumes, on parle aussi des restaurateurs, notamment en Ile-de-France, mais pas que, le fait est qu'ils sont tellement taxés qu'ils doivent faire en sorte quand même de pouvoir faire des bénéfices. Je vous dis qu'il faut baisser la fiscalité, et supprimer l'immigration illégale. On clôt ce débat, on ne vous aura pas mis d'accord, on va avancer dans nos débats. Je pense qu'il y en aura d'autres qui vont vous faire réagir, avec Jacques Mière qui veut reparler de la Baïa. Mais ça reste encore un sujet qui est... d'ailleurs, ce matin, vous l'avez peut-être entendu, Jean-Jacques Bourdin qui recevait Emmanuel Bompard, qui a tenté de se justifier. On y revient dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord. Vous savez que les débats commencent désormais à 11h moins le quart et nous continuons évidemment entre 11h et midi avec Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, Judith Weintraub, reporter au Figaro Magazine, François Calfon, membre du bureau national du PS et ancien député, et Jacques Miard, maire LR de Maisons-Laffitte. On va revenir sur cette réunion des chefs de parti ce soir, une rencontre gadget, une opération de com, ou est-ce que ça a un intérêt quelconque, un préférendum? On va revenir sur cette proposition qui a été faite il y a quelques jours par Monsieur Véran, et puis Bruno Le Maire qui estime que les prix ont baissé. Qu'avez-vous constaté? Tous ces sujets avec vous, mais je pense qu'on a d'autres sujets avant dans vos coups de cœur et vos coups de gueule qui vont faire réagir. Judith, votre coup de cœur? Eh bien, c'est un coup de cœur, une fois n'est pas coutume, pour la justice, pour le tribunal correctionnel de Tours, qui a condamné 5 militants de dernière rénovation. Vous savez, dernière rénovation, c'est la branche dure qui avait quitté Extinction Rebellion parce qu'il est trouvé un peu mou du genou. Alors, ces 5 militants avaient aspergé de peinture orange la préfecture d'Indre-et-Loire, causant de gros dégâts et obligeant à un nettoyage coûteux et très coûteux en eau. 25 000 litres d'eau gaspillée pour nettoyer ces saletés. Et le tribunal correctionnel a dit que ce n'était pas de la résistance civile, qu'en démocratie, on n'avait pas à choisir délibérément la voie de l'illégalité, que la liberté d'expression existait
et qu'ils auraient dû l'utiliser. Et c'est une première. Ils ont été condamnés, alors pas beaucoup, 1 000 € chacun, plus solidairement 8 600 € pour payer la réparation. Mais ils sont douloureusement surpris. Et d'ailleurs, je les comprends parce que rappelez-vous ce que la justice administrative, elle, a fait quand Gérald Darmanin a voulu dissoudre les soulèvements de la terre. Le Conseil d'État, qui est la justice administrative suprême, a annulé l'arrêt de dissolution de Gérald Darmanin. Mais alors là, il ne s'agissait pas de peinture avec les soulèvements de la terre. Il s'agissait de tirs de mortier et de cocktails Molotov. Donc la justice administrative trouve que ça, c'est de la désobéissance civile et la justice pénale, elle, punit la dégradation à coups de peinture. Allez comprendre. Ouais. Oui, j'aurais pu rajouter un coup de cœur qui va un peu dans le même sens, enfin à l'inverse. On nous signale qu'une jeune activiste suédoise de 18 ans, qui n'est pas Greta Thunberg, pro-nucléaire et qui a surtout dit que Greenpeace, avec ses positions anti-nucléaires, était totalement dépassé parce qu'en réalité, il ne servait que les intérêts des énergies fossiles. Bravo. Donc, autant j'ai hésité avec elle d'ailleurs. Bon, voilà, c'est pour dire à quel point, si vous voulez, il y a une écologie radicale qui se perd dans le dogmatisme. Alors historiquement, l'antinucléaire, c'est le dogmatisme écologique, mais si vous voulez, s'il y avait un principe de réalité scientifique face au réchauffement climatique et donc à la nécessité de lutter contre le carbone, eh bien, manifestement, ça n'atteint pas les radars de ces personnes-là, dont on voit bien tout l'été, la planète brûle, comme aurait dit Jacques Chirac, et que font les écologistes? Ils s'occupent de Médine, décrédibilisant ainsi le combat écologiste qui doit, un, fédérer, et c'est pas par ce genre d'action qu'il fédère, et deux, obtenir des résultats. Effectivement, et on voit que ça ne les intéresse pas beaucoup, et je le regrette en fait. Samuel Lafont, un mot. On explique trop peu souvent. Alors, attendez, Jacques, je vous donne la parole après, Samuel. On explique trop peu souvent pourquoi justement ces militants, type de Greenpeace, malgré eux parfois, soutiennent finalement les énergies fossiles. Eh bien, c'est tout simplement parce que leur grand combat durant des années, en tout cas les militants écolos au sens large, pour l'éolien notamment, et le solaire, en tout cas tout ce qui est intermittent, eh bien, ne dit pas la chose suivante, c'est qu'il faut un complément systématique pour avoir de l'électricité. Non, tout le monde ne le sait pas, contrairement à ce que vous dites. Il faut systématiquement avoir une autre énergie à côté, donc de l'énergie fossile, notamment avec le gaz. Ou du gaz russe. Ou du gaz russe. Donc notamment, si vous avez du gaz qui vienne, si vous avez essentiellement de l'éolien, eh bien vous devez avoir du gaz à côté. Alors qu'avec le nucléaire, on sait comment c'était en France auparavant. On sait qu'il y a malheureusement des choix malheureux qui ont été faits et qu'il y a en ce moment une volte-face d'Emmanuel Macron sur le nucléaire, puisque le nucléaire est soutenu par une majorité de Français. Mais effectivement, ces militants écolos, idéologues, luttent contre eux-mêmes sans s'en rendre compte, et certainement pas pour le bien de la planète et pour une énergie peu chère pour les Français. Ouais. Jacques Miard. Oui, pour les pirouettes de Macron sur le nucléaire, il y aurait beaucoup à dire. On ferait une émission entière à ce propos. Oui. Ce qui prouve, je dirais, son manque de cohérence. Deuxièmement, en ce qui concerne les Amis de la Terre, attention. Le Conseil d'État s'est prononcé. Les Amis de la Terre, c'est une sympathique association écologique. Les soulèvements de la Terre. Pardon, comment dites-vous? Les soulèvements de la Terre. Le Conseil d'État, c'est les soulèvements de la Terre, et le tribunal de Tours, c'est dernière rénovation. C'est ceux qui se collent les mains sur le goudron, là, Jacques. On commence à s'y perdre, effectivement. Mais ce qui est certain, c'est que le Conseil d'État s'est prononcé en référé et pas sur le fond encore. Donc l'affaire n'est pas close. L'affaire n'est pas close, mais ils ont largement parlé du fond. Regardez les motivations. Attendez, le référé, c'est quelque chose de très spécifique. Oui, je sais, Jacques, et merci. On a vu l'autre jour que même sur recommandation du commissaire du gouvernement, c'est-à-dire qui prononçait notamment ce qui concernait le hijab, que c'était admissible, et ensuite le Conseil est revenu là-dessus. Donc attention, il ne faut pas aller trop vite. Alors, je vais vous donner la parole, Jacques Miard. Juste une remarque à propos de l'enlèvement du petit Émile et de la stigmatisation, pour le coup, des parents. Qu'est-ce que ça change que ce soit des catholiques, même des catholiques qui aiment la messe en latin? Je trouve... c'est un enfant a disparu, il a été enlevé. Il y a tout un tas d'élucubrations sur les chaînes d'infos où on parle de cela. Alors, manque de bol. Ils assument leur foi. Ils ont accordé un
une interview à témoignage chrétien, mais je voyais hier une interview sur une chaîne d'infos que j'ai trouvée absolument surréaliste d'une spécialiste qui disait les parents ne sont pas des catholiques ordinaires, ils reconnaissent qu'ils sont liés à des organisations catholiques d'extrême droite. So what? Enfin, je veux dire, ils ont un enfant qui a disparu parce qu'ils sont, quand bien même ils seraient d'extrême droite, on devrait soupçonner ou en tout cas un rite satanique. Non, mais honnêtement, c'est grave ce qui a été fait dans la presse. Je trouve ça assez choquant. Une partie de la presse. C'est grave. Et pourquoi ça a été fait comme ça, à mon avis, c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas d'information et que ces médias ont voulu parler du sujet et du coup, ils sont partis sur le côté catho et on voit comment il peut y avoir un effet boule de neige et que tout le monde se met à parler du fait que ces gens aient la foi catholique et c'est devenu gravissime puisqu'on les a soupçonnés de tout et n'importe quoi et ça continue et on les pointe du doigt injustement alors que l'enfant disparaît. C'est effectivement une dérive de certains médias et je crois que le propre fait d'en parler, il se ridiculise. Oui, absolument. C'est même assez blessant. Enfin, moi, je ne vais pas en rajouter, mais je suis d'accord avec vous. Voilà. Oui, c'était mon coup de gueule à moi. Jacques Miard, vous voulez revenir sur l'abaya, je vous l'accorde, même si on en a parlé pendant 2 jours, mais c'est un sujet tellement important et malgré ce que disait ce matin premièrement, c'est un sujet d'actualité, Valérie, c'est un sujet d'actualité, et surtout qu'il va y avoir sans doute de développement judiciaire derrière. Ce qui m'a amusé, c'est d'entendre, je dirais, les Manitou des gens de l'UEF, c'est-à-dire les imams consacrés, dire mais non, c'est pas je dirais une attitude religieuse parce que le texte du Coran n'en parle pas, etc. C'est véritablement se foutre de la gueule du monde. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces jeunes filles qui portent la abaya, elles expriment leur foi de cette manière et une certaine identité. C'est de la provocation de leur part, et c'est évident que ça tombe sous la loi que j'ai promue et que j'avais, je dirais, poussé à l'adoption de la loi de 2004, et que c'est un signe religieux. C'est pas de savoir si les grands Manitou de l'islam pensent que ça n'est pas un signe religieux, c'est le fait que ces jeunes filles utilisent ce vêtement comme étant une provocation identitaire et religieuse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc le gouvernement a raison, le ministre a raison de vouloir rappeler que nous sommes dans un État laïque et qu'il y a un moment, il faut respecter, je dirais, les lois de la laïcité. Tout à fait d'accord avec Jacques. Et ce que je trouve fabuleux, c'est l'argument, alors là pour le coup complètement contradictoire, des députés, des élus de la France Insoumise, Mélenchon en tête, qui vous explique primo que ça n'est pas un vêtement religieux, l'abaya, secondo que vouloir l'interdire, c'est de l'islamophobie. Alors là, il y a un truc qui m'a échappé. Alors ce matin, Emmanuel Bompard a écouté son interview par Jean-Jacques Bourdin. Il a essayé d'échapper au feu des questions, mais c'était pas très convaincant. Très ce qu'il disait. Les Français sont très majoritairement opposés à l'abaya. Ils sont pour cette interdiction dans les écoles. Et LFI pédale dans la choucroute là pour essayer de se rattraper, puisqu'ils ont une position qui est intenable, comme vous venez de le souligner, qui n'a aucun sens pour la moindre personne qui réfléchit 2 minutes. Et ils se mettent dans une position qui est déplorable. Il y a aussi un autre sujet sur l'abaya, c'est que malheureusement, il y a une séparation entre la loi et la morale. Et comme on a avec l'immigration, et comme avec l'immigration massive, on a fait en sorte, malheureusement, contre le désir des Français et contre l'intérêt de la France, de faire venir sur notre sol massivement des populations qui désirent vivre autrement. Je pense que c'est important, puisque finalement le droit essaie et on comprend pourquoi le gouvernement a fait ça, essaie de traiter des sujets là via la laïcité, mais traiter des sujets qui sont en fait des sujets bien plus larges bien plus larges que le droit. Je pense que si, puisque en fait c'est un mode de vie. Il y a évidemment des organisations islamiques extrêmes qui en profitent pour faire de la propagande au niveau des écoles, des lycées, mais le fait est que on a sur notre sol, et les Français le savent bien, des gens qui veulent vivre différemment. Bon, alors en fait, comme d'habitude, Reconquête n'a qu'un point à son programme, virer tous les immigrés et considérer qu'aucun n'est intégrable.
Je rappelle quand même C'est les beaucoup chiffres, dit. c'est une 60aine d'établissements sur 40 000. Pour autant, est-ce que le problème existe ? Oui, il existe. Et moi, je pense qu'on aura... C'est pas une soixantaine. C'est pas une Non, soixantaine. c'est déjà 150. Allez, 150. Ah bah, D'accord, c'est Pour 40 000. l'instant, On ici, fait une elle est- remarque, c'est fois trois. et c'est triplé. Non, mais bon, c'est mais- peut-être triplé, mais Non, enfin... mais c'est- Attendez, c'est- je vais aller au bout de mon propos parce que Il y a, pour le il y a coup... plus de 4700 Je dis même trop. atteintes à la Oui, laïcité. bah, dont donc, celles qui moi, sont pas je signalées. pense que l'école n'est pas simplement le lieu de la laïcité. Je vais peut-être aller dans votre sens, enfin, peu importe, c'est ce que je pense. Et c'est aussi le lieu de la neutralité des opinions, c'est-à-dire cultuelle et politique, voire culturelle. Et moi, je veux pas demain avoir une polémique sur un tel va venir avec un t-shirt à l'école, la police tue, un tel dit je ne veux plus d'immigrés en France. Attendez, je vais au bout. Et donc je pense, alors ça a été dit par la ministre qui a été immédiatement stigmatisée par ma famille politique, je comprends pas pourquoi Quelle d'ailleurs. ministre ? Je pense qu'il faut revenir à la tenue scolaire, puisque le mot uniforme fait un peu peur. Oui, mais l'uniforme, ça a toujours été au primaire. Là, on parle de Oui, classe. eh bien, moi, je ça a pense, toujours été c'est pas très Oui. grave. Je pense qu'il faut Jusqu'en terminale, je vous pense qu'il mettez faut des absolument. uniformes. Je pense qu'il faut un code vestimentaire qui soit. C'est pour ça que je parle pas d'uniforme, qui soit finalement assez simplement contraignant, chemise, bras longs, couleur, etc. Parce qu'autrement, nous serons sans cesse agressés par cette. Autrefois, on parlait d'hystérie identitaire. Quelle qu'en soit la nature, moi ça ne m'intéresse pas. Et si vous voulez qu'on en soit à lutter contre l'assemblée des imams pour savoir si c'est religieux ou non, si c'est dans telle sourate du Coran, je m'en contrefous. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que l'école soit sanctuarisée. Et je vais vous dire, c'est pour ça que je parle de tenue scolaire. Moi, quand j'étais gamin, j'étais dans une école à Issy-Moulineau. Il y a les photos de classe de tous mes frères et sœurs. On avait la blouse grise, qui est pas, et on s'en portait pas plus mal. Ouais. Mais Donc, il y a- si vous voulez, mais- c'est peut-être un peu vintage, mais face à un problème d'aujourd'hui où tout le monde veut se distinguer. Ensuite, ça apprendra une chose aux enfants, c'est qu'on n'est pas dans l'espace public pour faire sa pub comme sur TikTok. On est là pour vivre avec des règles communes. Ben, je trouve Surtout que que c'est c'est une très pas bonne- l'espace public. L'école, c'est Oui, très mais bon, particulier alors, en vous allez plus. Bon, dans ce sens-là. on y revient dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et de retour avec vous pour débattre et commenter l'actualité. Une réflexion d'un auditeur Gourdance qui nous cite une jeune fille en abaya qui dit « Je m'habille comme je veux ». Et il ajoute qu'il vient de céder à son père, sa mère, ses frères, son cousin, son immeuble, sa rue, son quartier, sa communauté, sa religion. C'est cet argument de « je m'habille comme je veux » que je trouve inaudible aujourd'hui concernant l'abaya. Pour revenir sur l'uniforme. Oui, un mot et puis on va je parler. suis Valérie. ravi Attendez, que, je vous donne la parole, que Jacques. cette proposition d'Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle Ouais, de l'uniforme elle date de bien a été. Oui, elle date de bien avant, mais là, il en a beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle. Et là, elle est reprise largement. L'uniforme a un double intérêt. Il a un intérêt d'abord pour les familles, puisqu'elles n'ont pas à se prendre la tête et avoir des différences sociales entre les différents élèves, que ce soit, on parlait d'élèves à école primaire, ça peut être aussi collège, ça peut être également lycée, d'autres pays qui le font au collège ou au lycée. Mais c'est aussi un point positif pour les enseignants. Parce qu'on sait déjà tout le fardeau qu'il y a sur le dos des enseignants, comme vous le dites, de la communauté éducative, à gérer l'insécurité, à faire la police en classe, en plus de ne pas pouvoir donner cours, à être mal payés. Si au moins en phase 2, ils ont une classe homogène en termes de tenue, ce sera, je ne dis pas que ce sera un miracle, mais ce sera quelque chose de facilitateur, positif, ouais. sans doute, dans de nombreux établissements. En tout cas, hier soir, le ministre de l'Éducation s'est adressé en visio au chef d'établissement et il a eu un discours assez ferme, paraît-il, et certains proviseurs étaient contents d'avoir un discours clair. Alors, c'est et Macron précis. des jours pairs, Macron Voilà. des jours impairs. Absolument. C'est avec lui, Jacques Miard, encore un mot et puis on va Oui, passer à la alors grande un mot réunion de ce là-dessus. soir. Je suis tout à fait d'accord avec François pour dire que l'école est un lieu où on apprend et on laisse les querelles et les polémiques de la société dehors. C'est la raison pour laquelle je crois qu'effectivement avoir une blouse, ça n'a rien, je dirais, de révoltant. Ça va être extrêmement difficile à mettre en place parce que je l'avais proposé une sorte d'uniforme et il y avait une levée de bouclier. Je ne pense que de toute façon, il faut être extrêmement strict parce qu'on voit très bien que ce sont des manipulations, des provocations. Donc il y a un moment, on dit stop, on ne joue pas dans cette
je dirais, On n'entre pas dans ce genre de choses. Oui. Ouais. Juste, Ah, vous aviez dit, ouais. c'est un débat périphérique, hein, c'est pas le même. Mais la gamine qui dit, je m'habille comme je veux. Je peux vous dire que dans les nouvelles générations, la compréhension, au-delà des religions, de la laïcité, ils ne comprennent absolument rien. Oui. Et le Bien je sûr. fais comme C'est je veux. Opération C'est réussie. pour ça que, enfin, franchement, Et je chez les pense, profs, est nécessaire, François. nécessaire. Et parce chez les que- profs. Il y a une, peut-être même chez les profs, il y a d'ailleurs, une oui, fracture absolument. générationnelle. Il y avait Ouais, eu bien un sûr. sondage il y a un peu plus d'un an de l'IFOP montrant que les profs de c'est moins sûr. de 30 ans ne c'est voyaient les nouvelles pas du tout le problème. Ouais. Et ce sont des générations qui ont été travaillées notamment durant leur formation par l'ultra-gauche et la France Insoumise. Ouais, enfin, moi, je pense que ça va même au-delà de ça. Enfin, je vais citer mes propres enfants qui sont pas travaillés par l'ultra-gauche et la France Insoumise. Quand je parle de ces concepts-là, ils me regardent. Mais papa, en gros, si ça leur fait plaisir, ils font comme ils veulent. Oui, c'est ça. Et donc, mais le ils ont problème qu'on a, je dis ça parce que c'est de votre plus- faute à vous. Oui, Bah, c'est c'est de votre sans doute faute. ma Mais faute. parce qu'ils C'est là- ils n'ont pas la Et là où il oui, faut avoir, je suis c'est là plutôt où il faut travaillé par avoir un le Chevènement et sens Montebourg que collectif. par la France Insoumise, et pourtant ça ne fonctionne pas. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un vrai phénomène générationnel C'est sûr. sur l'individualisme qui est ancré, et bien au-delà de nos codes à nous Eh, qui oui. nous Alors opposent. moi, je n'aime pas appeler ça l'individualisme, Ah, parce qu'en quand fait, même. c'est un signe de ralliement. Ouais. Justement, c'est du clanisme. mais C'est pas un signe. Mais quel que soit le c'est pas une vêtement, manifestation de enfin, liberté provoque. individuelle. Voilà. Bon, allez, je voudrais qu'on passe à l'initiative d'ampleur du président de la République. Donc, on pensait qu'il allait dissoudre. On a du mal à croire au truc, quoi. Dissoudre, remanier. Non, ce soir, On a retourné notre serviette de plage quand il a dit ça cet été. il a invité à dîner les partis politiques pour Entre deux relancer jet skis. son quinquennat. Donc, c'est vrai que oui, initiative politique d'ampleur. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que c'est un gadget? Alors, Judith, l'analyste politique Oui, que vous l'analyste. êtes. Alors l'analyste politique s'est précipité sur son dictionnaire Ouais. pour voir ce que c'était qu'un préférendum. Mais là, c'est pas le préférendum. Là, on parle de. Oui, mais c'est le but. Oui, c'est le but aussi. En fait, je vous prends l'histoire par la fin. Oui. L'idée dans la tête d'Emmanuel Macron est d'arriver à mettre d'accord les partis politiques sur une question ou des questions à poser aux Français, sachant que pour Emmanuel Macron, la réponse doit être oui. Donc le ça. tout, c'est de trouver quelle est la question. C'est un gadget parfaitement futile. D'ailleurs, on sait très bien que déjà, il fait mine de s'adresser à l'ensemble des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Il ne s'adresse que aux Républicains. C'est vrai, c'est vrai. Ce sont les seuls susceptibles, s'ils ne tiennent pas, de lui apporter la vingtaine de voix qui lui manquent pour avoir une majorité absolue à l'Assemblée, notamment sur le projet immigration, quand enfin elle reviendra à l'Assemblée, parce que maintenant on parle de l'an prochain. Le Ben Sénat à la Bien sûr. rentrée, mais l'an prochain à l'Assemblée L'Assemblée, nationale. ouais. C'est un truc, ça amuse la galerie, ça gagne du temps et ça fait parler les médias, dont nous. Dont nous, absolument. Oui. Alors, Samuel. Emmanuel La Macron, je pense qu'Emmanuel Macron mériterait une bonne leçon de marketing, puisque le marketing, Là-dessus, il est pas mauvais, en fait, hein. le marketing sert à attirer l'attention, mais derrière, il faut pas que la vente déçoive trop le client. Ouais, mais- Or là, à force de multiplier les grands projets, les initiatives d'ampleur, quand on voit de ce que ça accouche, c'est une montagne qui accouche d'une souris. Le fait est que effectivement, Emmanuel Macron veut rassembler différents partis pour obtenir son oui. Il veut son oui. Vu le diagnostic dont je parlais au tout début de l'émission, qui à mon avis est fautif sur plein de sujets, d'Emmanuel Macron, je ne pense pas, à part s'il a fait une révolution sur lui-même, qu'il est véritablement changé, et donc qu'en sorte grand-chose, à part des petits arrangements entre partis. Oui. Et d'ailleurs, dans la liste des sujets qui ont été évoqués, en gros, il veut parler d'un peu tout. Ouais. Je pense qu'il y a des sujets qui manquent, notamment quand on voit un très bon sondage qui est sorti, IFOP Sud Radio, hier, de mémoire, Ouais. sur les priorités des Français. Oui, on en a parlé avec Frédéric Et, ben, il y a Dabi. notamment la santé et en Le fait, pouvoir d'achat. et le pouvoir d'achat, la santé et le pouvoir d'achat, et dont on parle très peu. On attend toujours des solutions concrètes et rapides, même si sur la santé ça prend du temps, d'Emmanuel Macron pour les Français, parce que on sait que dans les métropoles, de nombreux Français ont du mal à se soigner ou à prendre des rendez-vous avec des spécialistes, mais en dehors des métropoles, c'est de pire en pire et ça s'aggrave très rapidement. Et c'est un sujet qui concerne un grand nombre de Français et notamment les retraités. Mais alors, Jacques Miard, vous qui avez Oui. une Alors, grande moi, je voudrais expérience quand de la même dire- République. Ouais. Non, mais je voudrais quand même dire que la symbolique de se retrouver à Saint-Denis manque pas de sel. Pourquoi? Oui, je trouve aussi. Parce qu'il y a la fameuse pierre Montjoie, Oui. n'est-ce pas, qui était le cri de ralliement des royalistes. Absolument. Et ensuite, vous allez au musée
de cette commune, vous y trouvez le texte intégral manuscrit de De Guetter, l'International. Et là, je pense que M. Macron, il est en train d'essayer de faire, je dirais, la synthèse entre Montjoie-Saint-Denis et l'International. Donc, il va se casser la figure, comme il se casse la figure à chaque fois. Ça ne manque, je dirais, c'est du salmigondi pour les chats. Et c'est pas comme ça qu'on gouverne. C'est pas comme ça qu'il propose. Et ensuite, les oppositions verront s'ils peuvent voter ou non. Mais franchement, je trouve ça une grande rigolade. On va y revenir dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous parlons de cette réunion avec les chefs de parti ce soir, suivi d'un dîner auquel ne participera pas Manuel Bompard. Il a dit ce matin, micro de Jean-Jacques Bourdin, moi je ne mangerai pas avec eux. Voilà, donc ni avec une grande cuillère. Voilà, donc je ne sais pas qui y aura autour de la table. Il a appelé Jordan Bardella, c'est ce qu'on a appris ce matin pour essayer, paraît-il, d'arrondir les angles, mais il n'a pas appelé tout le monde. Alors, François Calfon, écoutez, en fait, moi, tout a été dit là, et d'ailleurs, on est un peu des commentateurs fatigués par avance, parce que la magie Macron n'opère plus du tout. C'est-à-dire qu'au début, tout le monde pouvait reconnaître un certain brio. Donc, quand à ce point-là, on voit les traits de fabrication d'un film, quasiment la perche content, etc., c'est qu'il y a un problème. Et le problème, il est tout simple. Ça a été un peu dit autour de cette table. C'est de quoi les Français parlent. Ils parlent de l'hyperinflation. C'est pas au menu. On a juste Monsieur le Maire qui va gronder, entre guillemets, les marques pour baisser leur prix. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le renard libre dans le poulailler libre, on s'en fout des Français. C'est le fait qu'on a moult difficultés à taxer les sociétés d'autoroute. Par contre, la franchise d'1 euro, 2 euros sur la feuille de soie, on va la prendre. Voilà de quoi parlent les Français. C'est tous les sujets dont on a parlé sécuritaires. Et bien sûr, Monsieur Macron, ça c'est le deuxième aspect, qui n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale, ne sait plus comment habiter la fin de son quinquennat, de sorte, ça c'était la rentrée politique, que la course à la succession au sein de son camp est déjà ouverte. Donc c'est assez dramatique, nous le savions. Le quinquennat par défaut de barrage à Marine Le Pen, j'aurais préféré un quinquennat, nous-mêmes nous n'étions pas en mesure de le proposer, de propositions enthousiasmantes pour le pays, nous conduit à une sorte de blocage et de catastrophe à la fois, avec un Macron d'un cynisme absolu. C'est-à-dire que on a eu le grand blabla des Gilets jaunes, on a eu les initiatives citoyennes sur le climat qu'il n'a pas respecté. On a cette initiative, après le Conseil national de la refondation, qui va durer le temps d'un après-midi, c'est-à-dire le temps de nos propres commentaires. Demain, on passera à autre chose. Il y aura des épisodes ultérieurs. Oui, mais enfin, oui, il s'en fout. Et il y aura de nouveau une initiative sur je ne sais quoi dans un mois. Mais est-ce que c'est une grande initiative politique comme ça a été annoncé ? D'ampleur, oui, d'ampleur. C'est une initiative dont on pleure, mais qu'elle soit d'ampleur, non, mais je ne suis pas sûr. Accessoirement, c'est une nouvelle preuve que Emmanuel Macron a toujours pas compris à quoi servait l'Assemblée nationale, parce qu'il y a un lieu. Il a compris qu'il n'y avait pas de majo, donc. Oui, non, mais il y a un lieu où quand on n'a pas de majo, ça s'appelle la représentation. Il est un peu fâché avec les corps intermédiaires. Soit Emmanuel Macron a du mal à écouter ce que disent les Français et les sujets dont ils parlent et les urgences dont ils estiment qu'elles doivent être traitées. Soit il considère qu'il y a un manque de représentation à l'Assemblée nationale, il veut changer le mode de scrutin, parce qu'il y a aussi question pour les législatives, il est question des institutions. Mais le fait est que, effectivement, cette grande initiative d'ampleur, c'est en fait des discussions en après-midi et un dîner. Voilà. Et après, rien. À part Darmanin, Le Maire, Philippe, tous ces anciens soutiens qui préparent leur campagne. Jacques Miard. À l'évidence, on a un président qui a perdu la boussole. Alors même qu'il devrait... On est dans un régime qui va vers un régime présidentiel. Ce régime présidentiel, il est imparfait aujourd'hui en France, puisqu'en tout état de cause, il doit gouverner avec le Parlement. Donc, c'est pas comme cela qu'il faut agir, me semble-t-il. Il faut qu'il arrive avec des propositions au Parlement, et à ce moment-là, il y a débat, et ça passe ou ça ne passe pas. Exactement. Mais si on commence à faire de l'esbrouf par ailleurs, de l'agite propre, et que ça débouche sur rien, c'est parfaitement inutile. Mais c'est habituel chez lui. Regardez son Conseil national de la résistance. Il court-circuite les assises. Il montre par cet exercice qu'il n'a aucun cap et qu'il a perdu, je dirais, le leadership pour parler français. On attend c'est toujours. aussi simple que cela.
on attend toujours le projet de loi sur l'immigration. Ça fait des mois qu'on en parle. C'est à lui il n'y a pas que ça, évidemment, la sécurité, encore une fois, la santé, le pouvoir d'achat, mais on a toujours alors que quand on regarde les sondages, les Français sont très, là, on a suivi sur lesquels les Français sont très majoritairement d'accord pour limiter massivement l'immigration. En tout cas, les Français sont majoritairement, c'est un sondage. Ils viennent avec des projets, et à ce moment-là, il y a débat à l'Assemblée et pas à Saint-Denis, où véritablement. Il ne devrait pas oublier qu'à Saint-Denis, on y enterre les rois. Mais reconnaissons-lui qu'il n'a pas attendu de ne pas avoir de majorité pour court-circuiter les corps intermédiaires. Il l'a toujours fait, que ce soit les syndicats ou le Parlement. 6 Français sur 10 favorables à un référendum sur l'immigration. Évidemment. 6 Français sur 10 favorables à un référendum sur l'immigration. Et 8 Français sur 10 favorables, je ne les oppose pas, à un référendum, je le rappelle, sur les retraites. Il y aura plein de référendums, mais tous ceux qui le dérangent de faire un référendum ne sont pas à l'ordre du jour. J'imagine que ça terminera par un référendum consensuel sur la fin de vie. Je vous rappelle que la Constitution interdit de faire un référendum sur les retraites moins d'un an après l'adoption. Et la Constitution interdit un référendum sur l'immigration. Alors là, il y a débat. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que maintenant c'est dans le champ de ce que j'ai compris, mais je parle sous contrôle d'éminents constitutionnalistes dans le champ des politiques européennes, donc on ne peut pas faire de référendum national. Jacques Méard, non. C'est pas ça, Méard. Il va nous corriger. Non, surtout un coup de règle en fer. Un sage, le sage va nous dire. Le suffrage universel est le seul juge. Abat le gouvernement des juges. Ah oui, ça d'accord, mais ça c'est. Mais donc quoi ? C'est l'opinion. Non, mais effectivement, c'est un argument des immigrationnistes de dire qu'en fait on ne peut pas faire de référendum, alors que nécessairement on peut le faire. Et je rejoins tout à fait Jacques Méard sur le sujet. Il faut absolument qu'on revienne à l'idée suivante, c'est le peuple qui gouverne. Donc si les députés, si Emmanuel Macron avec son gouvernement, si les députés ne font rien sur l'immigration, eh bien on demande directement aux Français ce qu'ils en pensent. Il y a aussi un sujet auquel on doit faire attention, c'est cette idée de préférendum dont vous parliez tout à l'heure. Puisque ça a été bien analysé par le sondeur Paul Sebi, qui dit la chose suivante, c'est que si vous avez une question avec un oui et un non, on voit très clairement où est la majorité. Donc on voit très clairement où est la légitimité. Parce que les Français sont décidés. On se rappelle du traité en 2005. Ou une forme plébiscitaire. Sauf que si vous avez plusieurs propositions. Un peu beaucoup à la fois. Oui, et qu'en fait vous avez une proposition, disons minoritaire. Je dis n'importe quoi, 42 qui arrivent en tête à 42%. Et les autres qui ont nécessairement moins. Eh bien, elle paraît minoritaire dans le pays, et pourtant celle qui est majoritaire parmi les trois. Et en fait, ça baisse clairement la légitimité de la mesure. Alors que s'ils souhaitent faire un référendum, eh bien on sait, on a parlé de plusieurs sujets, mais on sait très bien que sur l'insécurité, sur l'immigration et même sur certains sujets sur le pouvoir d'achat, les Français sont d'accord. Allons-y, faisons un référendum très clair. Les Français disent très clairement qu'ils veulent baisser massivement l'immigration massive, qu'ils sont contre le regroupement familial, qu'ils veulent une réforme du droit du sol. On peut y aller, faisons-le. Oui, mais référendum, Jacques Méard, c'est aussi qu'on n'a plus tellement d'autorité, de légitimité quand on en arrive là. Écoutez, il ne faut pas exagérer. L'affaire du traité européen a été un échec pour Jacques Chirac, dont acte. Moi, j'ai voté contre, j'ai voté non. Mais si la question est bien posée, il faut que le peuple s'exprime. Parce que c'est le meilleur moyen pour trancher une question. Une fois que ce sera oui ou non, c'est acté. Mais il est clair qu'il faut que des référendums reviennent dans le débat. Les Suisses le font à longueur de temps, on va peut-être pas aller jusque-là. Mais pas des référendums. Il y a un moment, il faut trancher. Sur l'immigration, sur les questions de laïcité, etc., je pense qu'un référendum est souhaitable. Mais alors, pas un référéndum, pas un QCM. Mais non, c'est quoi la différence entre le préférendum et le référendum? Sur le préférendum, vous donnez votre préférence. Et donc, vous pouvez avoir plusieurs mesures différentes, plusieurs couleurs. Et c'est ça la difficulté. Oui, tout à fait. Absolument. Alors qu'une question, une question claire avec un oui et un non, au moins ça engage et ça permet d'avoir une légitimité. Tout le monde a bien compris ce que veut Macron. C'est-à-dire, il veut ridicule. Il veut amuser la galerie. Que le président de la République prenne ses responsabilités. Mais il ne les prendra pas. Voilà. Oui. Et là, il propose au peuple une question simple et claire. Ouais, donc tout ça va dans le sens de... Enfin, on dit tous la même chose. C'est-à-dire qu'en réalité, pourquoi Macron n'en veut pas? Puisque tous les référendums en France prennent
une forme plébiscitaire. C'est-à-dire qu'en fait, les gens répondent à côté de la plaque. Répondent à la personne. Répondent, est-ce que je veux Macron ou non? Si Macron dit blanc, la France va dire noir pour le virer. Évidemment, il ne veut pas partir parce que le jet ski à Brégançon, c'est quand même formidable. C'était inutile, ça. C'est inutile. Alors, par contre, et la question, c'est comment faire de la fausse démocratie participative, donc on a déjà fait de grands blabla, sans que cela n'ait de conséquences. Donc on va faire un QCM ou une sorte de grand sondage de l'IFOP, on va déranger les préfets, etc., pour X questions dont certaines font consensus, le grand âge, le handicap, etc., pour que aucune des questions n'apparaisse comme une sanction à l'endroit des... Donc le préférendum est un grand enfumage, un de plus. Mais si vous faites un sondage, un référendum sur l'immigration, je pense que c'est un sujet... Il ne le fera pas. Oui, mais c'est un sujet suffisamment concernant pour ne pas voter pour ou contre Emmanuel Macron. Mais c'est bien pour ça. Enfin, ça, je pense que... Il pourrait obtenir un oui. Il ne fera pas sur les retraites, je vous fiche mon billet, et pas sur l'immigration. Et pas plus sur le pouvoir d'achat. Alors, Juliette Rudoufoll, qui est toujours à la pointe, m'envoie l'article de la Constitution. Et effectivement, l'immigration ne rentre pas dans les cases. C'est la politique économique, sociale et environnementale de la nation. C'est ce sur quoi peut porter un référendum. Il y a des débats en ce moment, justement, pour dire qu'en fait, ça concerne l'économique et le social, et donc on pourra en parler, même s'il n'y a pas écrit l'immigration directement. Juste un mot. Il y avait eu le débat en 1984, rappelez-vous, avec le référendum sur le référendum, qui visait précisément, pour François Mitterrand, c'était Michel Charasse qui avait eu l'idée d'éteindre la querelle scolaire par un référendum qui était impossible. Sur le fait que le référendum puisse avoir une forme de plébiscite. Je voudrais vous dire, la lecture, s'il vous plaît, la lecture constitutionnelle de l'article 11, je suis désolé, c'est que le général de Gaulle a passé outre, c'était à peu près les mêmes dispositions. À partir du moment où le peuple se prononcerait sur un référendum sur l'immigration, je peux vous dire que ni le Conseil constitutionnel ni le Conseil d'État n'interviendraient. Alors, on va y revenir, on doit marquer une pause. C'est le peuple qui gouverne. On va y revenir, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, effectivement, il y a un peu de tirage aujourd'hui. Samuel Lafont, on parlait du préférendum, du référendum. Vous vouliez revenir sur ce préférendum. Sur le fait que bien souvent, on considère qu'un référendum un peu vite est un plébiscite, c'est-à-dire si on est contre le président, on va voter contre lui. Il y a nécessairement, on le sait, ça a été prouvé statistiquement, il y a une dose sur les pourcentages de vote qui concerne justement ce plébiscite. On vote pour ou contre le président. Mais elle peut être infime, elle est beaucoup moins grande que ce qu'on dit souvent. C'est-à-dire que finalement, les citoyens, et les Français en l'occurrence, se prononcent sur le sujet. Et d'ailleurs, on se souvient de ce qui a été du traité en 2005, où on a vu différents partis tout à fait opposés, alliés d'une certaine manière sur le plateau. On avait droite et gauche, même extrême gauche, ensemble d'un côté, d'autres en face, pour discuter sur le fond. Et d'ailleurs, je trouve que c'est souvent prendre les Français pour des idiots, ceux qui ne le sont pas, que de considérer qu'en fait, ils voteraient juste pour ou contre une personne. Ils vont s'exprimer clairement sur le sujet. Encore une fois, si la question est clairement posée. Et les concerne. Je vois bien avec vous, je devrais dire avec vous que non, les gens vont se prononcer que sur le sujet lui-même et qu'il n'y aura aucune dimension plébiscitaire, mais l'histoire ne plaide pas pour cela. C'est partiel. Voilà, alors on peut faire bénéficier des conversations que nous avions pendant la pause, parce que je pense que c'est assez intéressant en fait. C'est-à-dire, en quoi consisterait ce préférendum? Là, je me mets dans le niveau du commentaire politique, plus qu'un niveau militant. Je prenais l'exemple du mix énergétique. Comment sortir finalement de la dépendance au carbone et soumettre finalement, sanctuariser, ça serait pas bête, sanctuariser un mix énergétique avec une majorité de nucléaire et la construction de X réacteurs, de tant d'EPR, etc. Après, il faut peut-être pas rentrer dans le détail parce que ça. Mais en tout cas, sanctuariser ce principe. Typiquement, vous êtes dans un sujet à la fois d'intérêt général, économique et social sur la question du climat. Vous allez disrupter complètement les lignes de force des partis politiques et obtenir une majorité extrêmement
extrêmement large. Ça, c'est une question qui n'est pas dilatoire et qui est importante. Ensuite, il y a des questions qui ne sont pas du tout dilatoires, qui concernent les Français au plus haut point. Ouais. Je pense par exemple à la fin de vie, qui est un sujet que toutes les familles connaissent et qui préoccupe vraiment nos concitoyens et qui peut être typiquement l'objet de ce référendum. Donc vous voyez bien que M. Macron ne rentrera pas, sans doute, c'est du commentaire, dans les sujets qui pourraient avoir une dimension plébiscitaire et qu'il condamnerait, mais il y a suffisamment de sujets d'intérêt général, j'en ai cité 2, mais il peut y en avoir 2, 3 autres, qui sans apparaître comme gadgets, permettrait de dégager des majorités larges et qui piégerait les oppositions dont je fais partie, puisque je ne vais pas me mettre par opportunisme à être contre le nucléaire alors que je suis pour. Quelle est l'obligation de suivre... Je voudrais dire une chose. Je crois que, Jacques Miard, contrairement, François, tout à l'heure, tu as dit une chose d'inexacte en ce qui concerne le traité constitutionnel. Le non n'était pas dirigé contre Jacques Chirac. Le non était véritablement parce que chacun avait compris que c'était la dissolution de la France et que c'était un super État qui était créé, c'est ce qu'avait voulu VGE, et que c'était niet. Les Bataves, les Néerlandais ont voté également non, et des députés allemands m'ont dit que s'il y avait eu un référendum en Allemagne, c'eût été la même chose. Donc là, c'était une question fondamentale. Non, mais c'est vrai, le référendum peut très bien poser une question. D'ailleurs, tu l'as dit, la fin de vie, par exemple, c'est quelque chose qui est une question de société et qui pourrait être tranchée par référendum. Mais il y en a bien d'autres. Bien sûr, toi, tu voudrais les retraites. Je pense que là, tu pourras... parce qu'on a une majorité, là, mais pour le coup, elle aurait une dimension. C'est tout à fait dans le sens de ma démonstration. Oui. S'il y a un référendum sur les retraites, ce que souhaitent les Français, possible, pas possible, mettons que ce soit possible. Là, typiquement, ça a une forme plébiscitaire. Ça paraît tout à fait évident. Mais ça, tu ne l'auras pas parce que la messe est dite au regard de ce que Macron s'est piégé. Oui. On parlait de l'opportunité ou pas d'un référendum sur l'énergie, sur le nucléaire. Effectivement, ça pourrait intéresser pas mal de gens, notamment parce que les Français sont concernés très directement. Maintenant, parce qu'ils ont vu le prix de l'énergie, de l'électricité exploser, on en est qu'au début. Donc ils savent très bien qu'on a intérêt à agir avec intelligence et pas idéologie pour tout de suite et pour les années à venir. Ça fracture la gauche encore un peu plus. Et bien je dirais aussi que on parle du fait, encore une fois, du plébiscite. Mais si Emmanuel Macron veut son oui, s'il veut qu'on affiche à côté de sa tête un oui, les Français sont d'accord, mais qu'il pose des questions sur lesquelles on sait que les Français sont d'accord. Encore une fois, il va pas avoir un non s'il propose de lutter contre l'immigration massive, qu'elle soit légale ou illégale. Il ne va pas avoir un non. Quelle est la question ? Ah mais si, mais derrière il pose une... Comment ça ? Comment vous formulez en question la question à un député RN, il a été incapable de me répondre. C'est la preuve que c'est du slogan militant. Enfin, je peux comprendre. Non, pas du tout. C'est un marqueur identitaire pour vous, mais c'est quoi la question ? Sur l'immigration, considérez-vous qu'il faut dès maintenant mettre davantage une priorité nationale pour diminuer les flux. Ça veut rien dire votre question. Comment ça ? Qu'est-ce que c'est qu'une priorité nationale ? Attendez, on peut le tourner autrement. On peut supprimer. C'est tellement facile que vous y arrivez pas. Attendez, on peut supprimer. Si on parle de l'immigration légale, on peut clairement mettre fin au regroupement familial. Vous voulez qu'une partie du sujet. Mais très simple. Est-ce que vous voulez mettre fin au regroupement national, au regroupement familial et au droit du sol ? Oui ou non ? Jacques, vous aviez une question. Puis après, je voudrais qu'on dise quelques mots du Gabon, où il y a un coup d'État qui est en train de se produire en ce moment. Oui, un de plus. Peut-être vous qui connaissez aussi bien ce sujet, Jacques Miard. On a vu donc le président Bongo, dès l'annonce de sa réélection, cette réélection contestée. Et là, on voit des images des Gabonais qui, dans la rue, célèbrent ce coup d'État. C'est la fin de la France-Afrique et on est en train de... Non, attendez. Il faut savoir une chose. C'est que le seul service public en Afrique qui existe, c'est l'armée. C'est l'armée qui a été formée. Alors, c'est là où il y a eu un problème. Et la faute qu'a faite la France, c'est qu'on a supprimé notamment la coopération militaire pour former des officiers. Ils sont adressés à la Russie, ils sont même adressés aux Américains. Et donc, dans ces pays où effectivement l'armée est une structure régalienne et qu'ils ont les manips, les militaires, de temps en temps, lorsqu'ils voient la gabegie. Dans le cas de Bongo, du Gabon, il y a aussi, je dirais, une durée du pouvoir d'une seule famille qui commence à agacer sérieusement. À telle enseigne d'ailleurs que le Gabon a rejoint le Commonwealth. Alors ça, je dois dire que ça m'est resté au travers de la gorge.
Mais c'est ça le problème. Mais dans le cas du Niger, c'est différent. On a quelques clampins qui pensent qu'effectivement, ils pouvaient prendre le pouvoir. Et il y a un moment, il faut être ferme. C'est pas la France-Afrique, parce qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont. On a laissé Wagner faire, on a laissé les Chinois prendre le dessus, et ça, c'est un acte de faiblesse. C'est une faute monumentale. C'est pas des problèmes de France-Afrique et autres. La géostratégie, elle est là. Et l'Afrique restera et va devenir un très grand enjeu démographique, malheureusement, parce que ça, c'est un problème majeur, notamment au Niger, où les femmes ont jusqu'à 7,1 enfants. Et donc, il y a un moment, il va falloir retrouver la maîtrise de ce développement, sinon ça ne peut pas marcher. Le Nigeria en est la preuve. Donc, il est évident que l'Afrique, on ne tournera pas la page, parce que c'est à côté de nous, et que ce sont des enjeux géostratégiques. Cela étant, il y a un moment où il va falloir aussi qu'ils réapprennent. C'est pas la dictature militaire, moi, qui me choque. Ce qui me choque, c'est le développement économique du pays. Sur ce point-là, vous avez dit, est-ce que c'est la France-Afrique La fin. La fin. Je ne vais pas défendre le régime d'Ali Bongo, pour le coup. Mais par contre, je vais défendre le régime légal du Niger. C'est-à-dire que c'est quand même un pays où il y a eu une transition démocratique qui s'est bien passée avec le prédécesseur de M. Bazoum, qui est M. Issoufou, et qui, miracle en Afrique, c'est le contrepoint de tout ce qu'on voit actuellement, avait dit « je ne ferai pas plus de 2 mandats et ensuite je passerai la main ». Il n'a pas fait plus de 2 mandats, il a passé la main, il y a eu des élections. Alors, en ce qui concerne, est-ce qu'on a fait des choses qui n'étaient pas... est-ce qu'on a commis des erreurs? Je pense que le président Hollande l'a dit ce matin sur les antennes, au premier coup d'État au Mali, il y en a eu 2 en l'espace de quelques années, nous aurions dû réagir, nous, la communauté internationale. Et la France, arrêtons de battre notre coulpe en permanence, la France, Monsieur Macron ne l'a pas fait, peut-être qu'il a eu raison, moi je pense qu'il a eu tort. Il a été informé tardivement du coup d'État qui devait intervenir sur la personne de Monsieur Bazoum. Il y a une question, c'est est-ce que les forces spéciales vont intervenir? Elles ne sont pas intervenues. Justement, au regard de l'accusation de France-Afrique, eh bien la réalité, c'est que maintenant la CEDEAO n'intervient pas et que là où la France soutient la CEDEAO, donc c'est la bonne position politique, les Américains, en loose day, si j'ose dire, comme à leur habitude, et ils l'ont toujours fait, ont lâché la CEDEAO. Et c'est quoi l'alternative à la pseudo-France-Afrique qui n'en est pas une? C'est Wagner. Vive Wagner. Voilà. Là, les images, et on a laissé faire Wagner. Les images sont assez sidérantes de voir ce peuple défiler dans les rues, barbouiller les affiches de Marbongo. Tout ça, c'est de la com. C'est de la com manipulée. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Et on sait très bien que derrière dans le pays, c'est pas du tout ça. Donc il y a un moment, si on avait tapé du poing sur la table, on s'est fait manipuler et c'est par faiblesse. Mais vous croyez pas que les Gabonais en auront ras-le-bol de cette famille? Il y a un autre problème, c'est que l'aura de Macron est mauvaise en Afrique, avec ces petites phrases méprisantes pour les Africains. Sur le fait qu'il apparaisse à Kinshasa en train de boire une bière, débraillé par un groupe, etc. Les Africains se disent, ce type-là n'est pas un chef d'État. Un mot, Samuel Iret s'appelle une... Jacques Méard, vous disiez que le problème, c'est que c'est des Africains, il aime ça en plus. Vous parlez de com, Jacques Méard. Le problème, justement, c'est que le problème principal de la France, à mon avis, en Afrique, c'est un problème d'image et d'influence. On a envoyé des soldats sur le terrain pour se battre contre les djihadistes. Et malgré ça, on est dans plusieurs pays repoussés avec une image dégradée. Il faut voir ce qui a été fait, notamment par les Russes via Wagner. Ils ont fait des campagnes d'influence avec beaucoup moins de moyens, beaucoup plus efficaces, des images de propagande, avec des images, des vidéos de propagande contre l'armée française. Est-ce que nous, on a eu des vidéos pour promouvoir notre action en Afrique? Non, il faut revenir un petit peu sur ces méthodes d'influence, puisque malheureusement, aujourd'hui, on en paie les pots cassés, on perd d'influence. Et je reviens juste pour terminer ce qu'on disait sur la vision, ce qu'est en train de faire Macron aujourd'hui. Macron n'a pas de vision. Quand on regarde ce que fait la Chine, quand on regarde ce que fait la Corée, quand on regarde ce que fait le Japon, on sait qu'ils ont des planches qu'en 2050, dans les domaines dans lesquels ils veulent être forts. Quels sont les projets pour la France pour 2050? Pour l'instant, on n'en a aucun. C'est fini pour aujourd'hui, vous reviendrez en deuxième semaine, Judith, je vous promets. Merci à vous. Dans un instant, c'est notre ami André Berkoff qui sera avec vous. À demain.